Merci pour que on va progresser dans la séance. Et comme j'appelle au pupitre Joël Le Chevalier, nous avons ici dans la salle tous les représentants de nos instances, et Joël est le secrétaire général du Conseil hospitalier universitaire de notre spécialité, avec le président François Darlet qui est ici avec nous également. Donc, il représente l'orthopédie puisqu'il était l'année dernière le président de la Société française d'orthopédie pédiatrique. Et nous allons donc aborder un sujet central qui est comment est constituée aujourd'hui la démographie de notre spécialité. Merci Joël, tu as la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci. Comme ça. Merci à Philippe d'abord de m'avoir. Je pense que là ça passe. Merci à toi de m'avoir proposé de venir vous parler de ce sujet et à François d'avoir accepté d'être en discutant. Et puis je voudrais remercier particulièrement François Darlet, mon co-auteur, qui m'a invité à travailler avec lui. Ça fait 6 ans à ce côté au collège hospitalier universitaire de chirurgie pédiatrique, et je crois qu'on peut dire qu'on a travaillé ensemble pendant toute cette période avec une vraie sincère amitié. Ce sujet, c'est dans nos activités au collège que nous avons été amenés à nous interroger sur les perspectives de formation de nos étudiants, et ce travail a fait suite à de nombreuses autres enquêtes prospectives qui visaient aussi bien à étudier les modalités de la formation de nos jeunes chirurgiens pédiatres et aussi des profils universitaires de nos collègues. Il y avait une première enquête que j'avais menée en 2012 et que j'ai réactualisée pour aujourd'hui, et c'est pour ça que les chiffres que vous voyez, que vous pourrez consulter dans l'abstract, ont été révisés, puisque les chiffres que je vous présente ici sont ceux qui ont été remis à jour le week-end dernier avec les dernières réponses que j'ai pu obtenir. Sur le plan de la méthode, donc, on a travaillé en faisant un recensement de l'ensemble des chirurgiens exerçant en chirurgie pédiatrique en France, en différenciant les surspécialités orthopédie, viscérale et chirurgie plastique, en fonction de leur statut, de leur mode d'exercice. Alors, on reconnaissait l'activité possible comme si un chirurgien déclarait faire au moins 50% de son temps de la chirurgie pédiatrique. On a étudié cette fois-ci ce qui a été des éléments nouveaux par rapport à la précédente enquête, les modalités de formation et le projet universitaire des candidats. Les fichiers utilisés ont été ceux du collège, ceux des différentes sociétés savantes, mais beaucoup de questionnaires directs, puisque je me suis fait l'image un petit peu de harceleur. Il y a eu plus de 600 échanges de mails, rien que pour cette mise à jour, pour obtenir la réponse aux questions que je posais. Donc les chiffres ont beaucoup évolué pour une raison particulière. 491 chirurgiens pédiatres ou faisant de la pédiatrie pour l'essentiel de leur activité. Premier contraste avec celui des 272 inscrits au Conseil de l'Ordre, ce qui montre qu'il y a déjà beaucoup de chirurgiens qui pratiquent la chirurgie pédiatrique sans être inscrits comme tels dans la spécialité. Ça souligne aussi le fait que cette fois-ci, j'ai recensé tous les assistants et chefs de clinique qui sont des chirurgiens pédiatres en devenir pour certains, et qui, comme pour ceux qui sont en première année de post-internat, n'ont pas été inscrits comme tels au Conseil de l'Ordre. Donc voilà le fait que ce chiffre, l'explication de ce chiffre qui est beaucoup plus élevé. Vous voyez la proportion dominante des chirurgiens viscéralistes par rapport aux 42% d'orthopédistes et aux 4% de chirurgiens plastiques. Si on regarde leur affectation, vous voyez que l'essentiel de la pratique est en CHU, 69% d'entre eux, contre 16% en centre hospitalier général et 12% dans le secteur privé. Vous voyez une plus petite partie dans les autres établissements intermédiaires entre le privé et le public. Et vous voyez que dans toutes les structures, sauf en libéral, c'est la chirurgie viscérale qui est la plus représentée. Si on regarde les chirurgiens pédiatres en fonction de leur statut, vous voyez que la grande majorité d'entre eux a un statut hospitalier.
Ce statut hospitalier, pour 65% d'entre eux, est exercé en CHU. Mais il faut savoir aussi que certains d'entre eux ont un temps partagé entre l'activité hospitalière qu'ils donnent comme étant principale et l'activité libérale. Vous voyez qu'il y en a 5% qui travaillent plus à l'hôpital, mais aussi en libéral. Et à côté d'eux, d'autres praticiens qui sont installés en libéral et qui ont une activité d'attaché au CHU pour la plupart, quelquefois en centre hospitalier général. Les universitaires représentent 19% de l'ensemble de la cohorte, avec une large majorité, 84% de PUPH et 9% de MCUPH, 7% de PHU. Enfin, les assistants, c'est un des éléments plus récents de l'évolution de la loi HPST. Vous voyez qu'il y a maintenant 80% de CCA, mais surtout 20% de tous ces assistants avec des statuts intermédiaires à temps partagé. Si on s'intéresse à ce qui se passe dans une population au niveau du CHU, vous voyez que dans les CHU, 175, donc une majorité nette, est composée de praticiens hospitaliers, et ensuite les PUPH, les chefs de clinique assistants, 68, LCUPH et PHU. Âge et sexe. Alors, il n'y a pas beaucoup de surprises. Là, c'est la pyramide des âges, qui n'est pas très pyramidale, pour l'ensemble des chirurgiens pédiatres exerçant en France. Vous voyez je pense que j'entends des murmures, donc j'apporte tout de suite l'explication. Vous voyez que si on regarde les chirurgiens pédiatres de moins de 50 ans, on arrive à une stricte parité homme-femme. Pour mémoire, je vérifiais les chiffres du Conseil de l'Ordre des médecins. Vous avez eu en 2013 43% d'inscriptions au Conseil de l'Ordre par des femmes. Donc on est exactement dans cette situation. En chirurgie viscérale, 152 hommes pour 113 femmes. Et de la même manière, les moins de 50 ans, là on voit une inversion de la proportion, donc une avance au niveau de la chirurgie pédiatrique par rapport aux chiffres nationaux d'exercice de la médecine. Il y a maintenant 90 femmes de moins de 50 ans qui travaillent, qui exercent en chirurgie pédiatrique. Pour la chirurgie orthopédique, la situation est un peu différente. Il y a presque 3 fois plus d'hommes que de femmes, et avec encore une petite majorité d'hommes dans la population des plus jeunes. Je n'ai pas détaillé celui de la chirurgie plastique, excusez-moi, mais ça représente un tout petit nombre, mais on arrive exactement à la même situation que pour la chirurgie viscérale, c'est-à-dire que dans les moins de 50 ans, je crois que c'est 7 pour 5, enfin, il y a plus de femmes que d'hommes. Le premier graphe qu'on avait fait pour évaluer les projets, les possibilités et nos besoins de formation, nos devoirs de formation pour les jeunes chirurgiens pédiatres, c'était cette étude de classer par ordre d'âge en période d'exercice les différents praticiens en chirurgie pédiatrique. Donc, on a noté ici l'année de l'âge des 66 ans par spécialité, bleu l'orthopédie, marron, ocre la chirurgie viscérale et vert la plastique. Vous voyez qu'il y a donc des praticiens qui exercent actuellement, qui ont eu 66 ans en 2010, donc qui ont maintenant 70 ans et qui continuent d'exercer. Et vous voyez ainsi donc toutes les personnes que l'on peut présenter pour nos futurs chirurgiens pédiatres comme étant des places à prendre, si j'ose dire, avec les départs qui sont prévisibles. Et pour ceux qui sont actuellement en train de s'inscrire au DESC, on peut leur dire que dans les 5 années qui vont suivre leur arrivée sur le marché, si j'ose dire, il y aura 63 départs répartis, comme vous le voyez, 7,5 en viscéral, 5,5 en orthopédie et 0,6 en plastique. Vous voyez que si on fait ce chiffre-là, ça représente un besoin de formation qui est assez limité chaque année en autorisation d'inscription, et vous verrez, on en reparlera, que c'est tout le grand dilemme que l'on a à résoudre. Au niveau du CNU, la démarche a été la même, avec cette carte qui est évidemment très complexe, vous pourrez la revoir dans le document écrit, mais l'objectif était pour chaque ville universitaire de mentionner l'âge des universitaires titulaires et des candidats à une carrière universitaire qui sont indiqués, soulignés.
avec une couleur qui reprend viscérale et orthopédie en bleu. Et vous voyez que ce qui est important, c'est qu'en termes de prospective, on constate qu'il y a des villes en France qui vont être, si elles ne le sont pas déjà, en grande difficulté. Vous voyez par exemple, ici à Poitiers, il y a un seul universitaire en viscéral âgé de 58 ans et aucun autre candidat possible dans la succession, pas d'orthopédiste. À Limoges, la situation est très sévère aussi, avec 2 universitaires, un titulaire, un en projet, mais 0 actuellement en orthopédie. Nice, pour le moment, il n'y a qu'un seul universitaire en viscéral et le candidat à l'orthopédie n'a pas fini son parcours. Et vous voyez, ainsi de suite, on peut détailler toutes les villes. Ce qui est intéressant et important, c'est que les candidats qui sont soulignés, c'est-à-dire ceux qui s'annoncent actuellement jeunes, âgés de 30 ans pour certains, pour envisager une carrière universitaire, si tant est qu'ils arrivent au bout de leur projet, ne sont pas suffisamment nombreux aujourd'hui pour compenser les départs des cellules. Point suivant très important en termes de prospective, c'est l'origine de la formation des chirurgiens pédiatres en exercice. Et vous voyez ici l'ensemble de la cohorte des 264 qui ont répondu à cette question, et en dessous, le même calcul pour les moins de 35 ans. Vous voyez que pour la chirurgie viscérale, 90% des chirurgiens viscéralistes sont issus du desk d'une formation de chirurgien pédiatre viscéral. 18% sont d'origine étrangère, issus de la PAE. Pour l'orthopédie, c'est une problématique qui est régulièrement à résoudre, c'est que l'on n'arrive pas à connaître parmi nos internes en formation ceux qui viendront faire de la chirurgie pédiatrique et qui passent par le desk d'orthopédie, mais on voit que déjà dans ceux qui sont en exercice, 50%, donc plus que le nombre de... Enfin, 50% sont issus du desk d'orthopédie, seulement 31% du desk de chirurgie pédiatrique et 18% aussi de la PAE. Pour les moins de 35 ans, on n'a pas de changement sur la viscérale, mais on peut noter que pour l'orthopédie, il y a une tendance à inverser le dispositif, où il y a plus d'orthopédistes qui viennent par le biais du desk de chirurgie pédiatrique. Il faut souligner pour la question de la PAE, que là encore, le chiffre du Conseil de l'Ordre, auquel je faisais référence tout à l'heure, montre qu'en 2013, on a eu 24% d'autorisation d'inscription au Conseil de l'Ordre par des médecins dont le diplôme n'est pas acquis en France. Donc ce sont des PAE, c'est l'équivalent. 25% pour l'ensemble des spécialités médicales. Vous voyez que 18%, nous on est un petit peu en dessous de ce chiffre. Et il faut savoir que ces 25%, la moitié, 13%, sont issus de la communauté européenne et les 12% restants hors de l'Europe. Pour la chirurgie plastique, vous voyez que les chiffres sont assez similaires, avec une majorité de plasticiens issus de la chirurgie plastique et une minorité issue de la chirurgie pédiatrique. Maintenant, quand on veut essayer de voir comment se positionnent les interrégions les unes par rapport aux autres, la base de calcul est en fonction de la population, et j'ai mis entre parenthèses, en chiffres, donc en millions d'habitants, la région parisienne, donc l'Île-de-France est la plus peuplée, avec aussi 26%, le taux le plus élevé en termes de population de moins de 20 ans. Même chose pour la région du Nord-Ouest, et vous voyez que les autres interrégions sont un peu moins peuplées en personnes de moins de 20 ans, et particulièrement l'interrégion Sud. Ces calculs-là ont permis de voir ce qui se passait en termes de densité de chirurgiens pédiatres. Cette densité de chirurgiens pédiatres, donc en rapportant simplement le nombre de chirurgiens pédiatres dans chaque interrégion à la population totale, je n'ai pas pris les moins de 20 ans, on arrive à une densité qui est de 1 exactement pour 100 000 habitants dans l'Île-de-France et dans le sud, dans l'interrégion sud, alors que l'on a des chiffres qui vont décrescendo entre les 3 autres interrégions de la moitié nord de la France. L'interrégion Rhône-Alpes-Auvergne est la seule qui soit à peu près dans la moyenne nationale, qui est de 0,75. Et vous voyez que le sud-ouest est particulièrement mal loti, exactement moitié moins de chirurgiens pédiatres par centaines de milliers d'habitants qu'à Paris et dans le sud.
Pour mémoire, les départements d'outre-mer arrivent à des taux qui sont exactement identiques, bien qu'ils aient finalement une population beaucoup plus jeune. Si on regarde maintenant les structures dans lesquelles exercent les chirurgiens pédiatres français, vous voyez que dans les CHU, la répartition ça c'est le nombre de CHU qui sont observés dans chaque interrégion. Vous voyez un phénomène qui est assez net, c'est que pour ce qui concerne la moitié nord de la France, Île-de-France, ouest, nord-ouest, nord-est, la moitié nord de la France, il y a, en dehors des CHU, une forte activité dans des centres hospitaliers généraux et proportionnellement un peu moins dans le secteur privé, alors que pour le sud de la France, Rhône-Alpes, Auvergne, Sud et Sud-Ouest, ainsi que pour l'Île-de-France, il y a beaucoup plus d'activité dans le secteur, dans des établissements privés. Ensuite, j'ai essayé d'étudier les effectifs dans chaque structure. Alors donc j'ai regroupé les 33 CHU et ensuite les 29 centres hospitaliers généraux et les secteurs libéraux. Vous voyez que là c'est écrit tout petit, mais là encore ça sera consultable plus en détail si vous le souhaitez. Necker arrive en tête avec des effectifs, donc on arrive à 36 chirurgiens pédiatres, toutes spécialités confondues, et vous voyez que il n'est pas très loin du double du deuxième de la liste, et en tout cas le double du troisième de la liste, et qu'après vous avez cette situation qui va décrescendo. Alors, moi il me semble que la problématique elle se situe dans toute cette moitié inférieure du diagramme, où il y a quand même une situation qui me semble tendue et difficile à gérer. Il y a 13 CHU qui n'ont que 3 orthopédistes ou moins pour fonctionner, en sachant que la responsabilité du CHU, c'est quand même une responsabilité régionale et qu'il me semble difficile de demander à une équipe de fonctionner avec des effectifs trop réduits. Vous avez donc des CHU avec zéro orthopédiste, par exemple ici à Poitiers, et 12 CHU n'ont que 3 chirurgiens viscéralistes ou moins, donc il y a quand même pratiquement la moitié des CHU qui ont des effectifs qui sont réduits et probablement à mes yeux insuffisants pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions et jouer le rôle de référence au niveau régional. Quand on regarde les activités dans les centres hospitaliers généraux, on a une distribution qui est présentée ainsi. Alors c'est intéressant parce que vous pouvez noter qu'il y a plusieurs centres hospitaliers généraux qui fonctionnent avec des équipes déjà assez consistantes, qui sont même plus consistantes que dans certains CHU, Saint-Brieuc, Créteil, Le Mans, Orléans, Avignon, Aulnay-sous-Bois, où il y a 5 chirurgiens pédiatres ou plus, et que, à l'inverse, tout en bas, vous voyez qu'il y a 12 centres hospitaliers généraux qui ont créé un secteur de chirurgie pédiatrie avec pour beaucoup un seul praticien dans la spécialité. Et à côté, on peut souligner que dans le secteur privé, la distribution est la même, mais avec une exagération de ce contraste, avec 2 grands ou 3 grands établissements. On a 2 à Bordeaux et Boulogne-Billancourt, le CBB, et à Lyon, le Val d'Ouest, où il y a des équipes, des vraies équipes de chirurgiens pédiatres, alors que dans toutes les autres cliniques privées françaises qui affichent la chirurgie pédiatrique, ce sont des chirurgiens pédiatres qui travaillent de façon isolée en tant que chirurgien pédiatre et pour la plupart à temps partiel en chirurgie pédiatrique. Donc pour conclure sur l'ensemble de ces chiffres dont je vous ai peut-être un peu excessivement abreuvé, je vous demande de m'excuser, 491 chirurgiens pédiatres exercent en France, 418 sont titulaires, sans compter les assistants. L'exercice est majoritairement pratiqué en centre hospitalier universitaire, avec des équipes qui sont en quantité, à mon avis, trop importante, au moins un tiers qui sont des équipes qui ne sont pas suffisamment représentées pour jouer leur rôle de référence au niveau régional, et avec des difficultés prospectives hospitalo-universitaires, parce qu'on est dans un contraste où on dit attention, il ne faut pas former trop de chirurgiens pédiatres parce qu'on risque de les mettre au chômage, et en même temps, on n'en a pas suffisamment pour assurer la succession universitaire des équipes existantes. Et pour soigner les enfants. Comment ? Et pour soigner les enfants. Et pour soigner les enfants, c'est sûr.
Et puis, d'autre part, l'origine de formation n'est pas exclusive, et ça c'est un autre problème en tant que responsable au niveau du collège. Doit-on restreindre nos formations de chirurgiens pédiatres en sachant que si on restreint notre nombre excessivement, les chirurgiens qui exerceront en pédiatrie ultérieurement seront soit issus de l'orthopédie adulte, soit issus de la PAE. C'est une difficulté qui ne me semble pas simple à concilier avec l'ensemble de ces valeurs de statistiques. Et puis troisièmement, et je crois que c'est un point très important, beaucoup de praticiens qui exercent de façon isolée, je l'ai mis isolé entre guillemets parce que justement ils sont isolés physiquement, géographiquement dans des équipes où ils sont seuls, mais où ça souligne la très grande importance du rôle des CHU pour établir ce travail en réseau qui fait que tous ces chirurgiens qui travaillent dans les établissements puissent être intégrés dans les équipes pour garder leur niveau de formation et qu'il y ait une véritable activité régionale dans la spécialité. Je vous remercie. Merci Joël pour cette présentation absolument superbe et qui nous a beaucoup intéressés. Et bien sûr François Beckmer, ton collègue secrétaire général pour la Société française de chirurgie pédiatrique, était le commentateur tout désigné. Merci beaucoup Joël. Je pense vous avez fait un travail extraordinaire depuis des années avec François et c'est un travail de fond qu'il fallait absolument faire mais qui n'est que le point de départ d'une réflexion qui va beaucoup plus loin parce qu'au fond on est en train de se poser des problèmes réellement existentiels de notre spécialité, comment la définir, qui doit l'exercer. Et tu donnes une piste, c'est très bien, je trouve que c'est très optimiste de terminer comme tu le fais en disant voilà, et les raisons. Parce qu'au fond, peut-être qu'une des solutions, c'est peut-être pas la seule, sûrement pas la seule, une des solutions, c'est d'organiser et d'identifier des réseaux de soins pour qu'on observe un maillage qui apparaisse meilleur que ce que tu nous montres là sur les cartes. Et probablement aussi redéfinir la répartition des activités, non seulement au sein des régions, ça c'est le réseau de base, mais au sein des interrégions. Parce qu'on a vu avec la rareté de plus en plus grande d'un certain nombre de pathologies, bien évident qu'on est tous maintenant convaincus de ça, avec chacun l'ambition de représenter un peu mieux telle ou telle surspécialité. Donc, qu'en est-il actuellement de ça? Parce que finalement, c'est ce travail-là sur lequel on va aboutir. Alors, ça, c'est le premier volet de la réflexion qu'on peut avoir à la lecture de ton sujet. Et puis, le deuxième volet qui va beaucoup plus vite, parce que comme le disait le président, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît en chirurgie générale, c'est le problème de la filiarisation actuellement. On nous demande de filiariser, y compris, par exemple, pour nous à Strasbourg, la chirurgie pédiatrique, au sein de la chirurgie générale, qui devient à ce moment-là un parcours pédagogique ou un cadre pédagogique possible au sein duquel un interne pourra se déplacer. Et enfin, on nous a limité, par exemple, nous sommes limités à 0,25 nouvel entrant en chirurgie viscérale pédiatrique par an. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait un nouvel entrant tous les 4 ans. Alors, si effectivement, il n'y a aucune corrélation entre ce travail que l'on fait de régulation des sortants par rapport à d'autres instances qui décident de l'arrivée de nouveaux chirurgiens pédiatres, alors notre calcul est faux. Donc, il va falloir qu'on se mette à table ensemble pour réévaluer tout ça. Quels sont les besoins de la population en France en termes de chirurgie pédiatrique et comment on peut résoudre les entrants. Il n'y a pas aucune raison de fermer les portes ici ou là, mais il faut qu'on se mette d'accord avant de faire le travail que tu fais et de voir que finalement tout peut être sapé parce qu'il y a des gens qui ne tiennent pas compte de tes calculs, de tes perspectives, etc. Dans ce que tu soulignes, je peux simplement apporter un petit élément de réponse, c'est qu'il y a des choix politiques de pouvoir afficher une pratique en chirurgie pédiatrique dans des établissements qui sont de petite taille et ce qui aboutit à des postes qui ne sont pas très attractifs et qui ne sont pas toujours pourvus par des chirurgiens qui ont une formation institutionnelle. Donc François Barlet, le président du collège, entre autres. Je voulais à nouveau remercier Joël pour ce travail de fourmi qu'il a exercé, qu'on avait initié effectivement il y a quelques années parce qu'on était une des seules spécialités où il y avait trop de DES, notamment chirurgie pédiatrique viscérale, en formation, et on avait très peur donc des débouchés.
Mais tu as sublimé ce travail et que tu as présenté avec brio là aujourd'hui, et je voulais t'en remercier et t'en féliciter vraiment très sincèrement. Effectivement, on travaille depuis 6 ans ensemble de manière très amicale, et j'en suis très honoré de ta part. Voilà, donc je ne prends pas plus la parole, mais laissez les gens qui ont certainement plein de questions. Oui, moi je voulais dire 2 mots, parce que c'est moi pour le moment qui suis présidente de notre Société française de chirurgie pédiatrique. Tu as fait un travail magnifique, bon, on est tous là pour le constater, et t'en féliciter et t'en remercier. C'est d'autant plus important que c'est effectivement, ce sont les bases de notre métier, ce sont les bases de notre pratique, et ça définit la chirurgie pédiatrique. Donc savoir combien il y aura demain de chirurgiens pédiatres, ça veut dire qu'est-ce que la chirurgie pédiatrique, où commence-t-elle et où finit-elle. Alors, preuve en est qu'il n'y a certainement pas suffisamment de chirurgiens pédiatres en France, c'est qu'on a besoin de 20% de chirurgiens qui n'ont pas été formés pour cela initialement. Donc ça, je pense que c'est la plus belle démonstration qu'effectivement, il faut continuer à former des chirurgiens pédiatres et surtout leur donner des postes où ils puissent faire de la chirurgie pédiatrique et pas ce qu'ils peuvent faire quand ils sont isolés, parce que tout le monde sait que quand on est isolé dans un centre, on ne fait pas vraiment de la chirurgie pédiatrique. On fait de la petite chirurgie, tout seul dans son coin, mais c'est pas ça vraiment la chirurgie pédiatrique. Je vais ajouter comme tout le monde, sinon mes félicitations. Je crois que la difficulté résultait du fait que tous les CHU ont voulu avoir la totalité des disciplines et des spécialités, bien entendu. Donc on s'est trouvé avec un nombre considérable de postes à créer lorsque tous les CHU ont réclamé des chirurgiens pédiatres, etc. Ça n'a pas été possible de mettre partout. Voilà. Et pendant des années, avant les CHU, je rappelle que c'était vraiment les interrégions. Les enfants malades recevaient pratiquement de Lille à Bordeaux, y compris jusqu'à Reims. Hein. Et puis il y avait Strasbourg, il y avait le Luxembourg, n'est-ce pas, hein, il y avait Lyon, il y avait Marseille, et encore même Marseille avait quelques difficultés, parce que Marseille, il y avait essentiellement un encadrement orthopédique. Mais finalement, si la chirurgie pédiatrique a pu naître en France après les années 45, c'est essentiellement parce qu'elle était uniquement en un certain nombre de gros centres, tout à fait interrégionaux. Ça n'a rien à voir avec, bien sûr, avec les règlements administratifs. La chose extrêmement importante, c'est de ne pas accepter, mais ça n'a jamais pu l'éviter à ce autrefois, moi je n'ai jamais pu le faire, que dans un petit hôpital, on dit c'est un service de chirurgie infantile. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Il faut arriver à faire comprendre que la chirurgie pédiatrique, c'est quelque chose de très particulier. Je vois, par exemple, j'ai vu le nom de ma ville d'origine, Elbeuf, qui a un excellent centre intercommunal, juste à côté de Rouen. Bon, alors, on va dire, quel problème y a-t-il quand on a un vrai problème de chirurgie pédiatrique? C'est à Rouen que ça se passe, et on n'a pas du tout l'intention de commencer au centre intercommunal de Rouen-Douvier. Voilà, bon. Moi, j'ai connu exactement ça quand j'étais dans l'administration, en plus, dans ma vie un peu administrative, lorsque Limoges réclamait absolument l'autorisation de faire de la chirurgie, de la transplantation hépatique. Il fallait que tous les CHU fassent de transplantation hépatique. Alors, combien y a-t-il de transplantation hépatique à faire? Ça a été réglé ultérieurement par la HS, etc. Et moi, j'avais dit au directeur du CHU de Limoges, écoutez, votre population suit vos basketteuses, les basketteuses de Limoges à travers toute la France. Celui qui a un foie à transporter, il peut peut-être tout de même aller ailleurs. Alors je crois qu'il faut absolument arriver à faire que la chirurgie pédiatrique soit ce qu'elle est, vous l'avez parfaitement défini, vous l'avez bien vu, mais ça ne peut pas être fait partout. Donc il faut imposer partout des réseaux de gens qui soient capables de faire le diagnostic et qui sont capables de transférer le patient dans des centres spécialisés. Sur Albert, vous avez appris beaucoup de choses avec votre groupe de recherche avec lequel j'ai accompagné au Brésil pour booster la chirurgie pédiatrique franco-suisse. Il n'est plus question qu'on fasse des dystrophies musicales au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est comme ça qu'on organise la chirurgie pédiatrique. Mais ça, l'administration ne le veut pas, parce que le maire de la ville veut avoir sa chirurgie pédiatrique. On arrive à une catastrophe. Voilà. Alors, bon, je vais aller plus loin, ce que je dis, vous le savez parfaitement. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que dans votre réflexion,
Défendre la chirurgie pédiatrique, c'est défendre cette spécificalité que les autres ne veulent pas faire, et qui ne savent pas faire, et qui ne peuvent pas faire. Et accepter simplement d'avoir partout des gens formés au diagnostic chirurgical pour avoir la possibilité de nous orienter dans le réseau. Je suis très inquiet. Il y a eu une communication à l'Académie de médecine il y a quelque temps sur le drame de la médecine pédiatrique dans le CHU. C'était une séance dramatique parce qu'il y avait à la fois les hospitalo-universitaires qui se plaignaient de ne pas avoir assez de postes, et il y avait des représentants, des quelques derniers représentants de la médecine libérale pédiatrique réelle à Paris, faite essentiellement par des anciens externes attachés des hôpitaux, excellents pédiatres, qui disaient c'est terminé, voilà où nous en sommes, dans 5 ans il n'y a plus personne dans Paris, il n'y aura plus de pédiatre libéral. Bon, c'est pareil, je crois, dans la plupart des grandes villes. Or, les médecins pédiatres de notre CHU ne sont pas du tout préoccupés à former les pédiatres de ville. Donc, c'est tout le problème. Et la solution qui leur a été suggérée, on leur a suggéré dans la réflexion, c'était de dire, maintenant que la chirurgie générale n'est plus ce qu'elle était le repus, mais que c'est véritablement une capacité, puisque vos chirurgiens de chirurgie générale peuvent avoir des compétences, à commencer par exemple par la compétence en urgence. Le gars qui va avoir une compétence de médecine d'urgence, il va être chirurgien généraliste avec une compétence en urgence, ce qui lui permet d'aller au-dessus. Pourquoi est-ce que vous ne me demanderiez pas d'avoir une compétence en pédiatrie quotidienne pour vos internes, je suis dans les internes de médecine générale, pédiatrie. Donc, ce seraient des généralistes qui auraient une compétence en pédiatrie et on leur donnerait la formation qu'avaient d'autres anciens externes devenus par le vote du CES, les relayeurs, les excellents lignées des correspondants qui renvoient à l'hôpital à bon escient dans les bonnes conditions. Alors je me demande si vous ne pourriez pas, et on réfléchit dans la même voie, à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas donner une formation, une compétence en chirurgie pédiatrique qui ne soit pas le haut niveau, et savoir si ça ne serait pas donné dans le cadre des autres métiers de chirurgicales. Vous étrangers, vous comprenez qu'ils ont été gentils, mais enfin quoi? Ça correspond à quoi de dire qu'on a un chirurgien pédiatre tout seul à l'hôpital on dit toujours comment on ça. Alors, l'idée, ce serait d'être sûr que l'on a partout des gens, responsables de la chirurgie adulte, qui ont une formation de base, qui fait qu'ils ont la compétence pour dire ça c'est comme ça que ça doit se faire, etc. Mais c'est pas nous qui le faisons. C'est là qu'on le voit, etc. Et ça partout. Si vous le faites, vous supprimez radicalement un certain nombre d'endroits. Et puis au contraire, vous regroupez réellement en grandes interrégions, et qu'elles soient dotées correctement, n'est-ce pas, les interrégions surdotées, voilà, ça ne sert à rien de mettre tout le monde à l'équerre, c'est déjà trop petit, alors ça sert. Bon, ouais. Il y a un service partenaire. On va dire qu'il y a un service tout neuf, c'est celui, c'est mon bateau ivre qui est actuellement au désamiantage, qui est échoué, qui est prêt à réouvrir, si on peut encore envoyer un autre. C'est tout neuf. C'est à moins de 30 ans d'âge. Merci, monsieur. Merci beaucoup.